on peut aussi voir dans les maisons des tonneaux. Moi, je me rappelle, mon grand-père, il avait des tonneaux pour faire de la raca, et quand j'étais petite, on écrasait parfois le raisin avec les pieds. Enfin, il y a plein de sortes de raca différentes, de manières de faire, des goûts. Enfin, et puis c'est très utilisé de manière médicinale aussi. Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Salut Emilia, comment tu vas ? Salut Thibaut, ça va très bien, et toi ? Ça va super, merci. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais parler de Šumadija, qui est une région au centre de la Serbie. Ok, c'est à toi. Alors du coup, pourquoi j'ai choisi Šumadija ? C'est en fait la région de laquelle mes parents viennent, où ils sont nés et où ils ont passé les 20 premières années de leur vie avant de venir à Paris. Et j'avais envie de parler de cette région qui est moins connue. Enfin, c'est plus Belgrade et la Voïvodine qui est connue en Serbie. Et j'avais envie de parler de quelques villes de cette région qui ont marqué mon enfance, mon adolescence, et qui, je l'espère, me réservent encore des surprises dans le futur. Et alors déjà, Šumadija, c'est une région dont le nom provient de Šuma, qui en serbe veut dire forêt. Et la capitale de cette région, c'est Kragujevac. Donc, c'est la ville d'où je viens. Enfin, pas moi, mais d'où mes parents viennent. La chose à laquelle je pense tout de suite, ce sont les voyages en voiture, en fait, depuis Kragujevac, pour voir mes grands-parents à la campagne, que ce soit à Velike Pčelice, qui veut dire grandes abeilles, ou Guberevac. Et quand j'étais petite, mes grands-parents paternels me prenaient souvent avec eux et me trimballaient limite dans tous les recoins de Velike Pčelice et ailleurs, des endroits complètement paumés en fait. Les routes étaient et sont encore, je pense, non asphaltées, parfois très courtes, avec plein de courbes. On avait l'impression presque de tomber dans la falaise si on débordait de quelques centimètres avec la voiture, quoi. Mais la vue des forêts et des montagnes depuis la voiture, c'est quelque chose que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs par la suite, quoi, dans mes voyages. Et pour revenir à une anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, mais c'est une expérience, je dirais, c'est que je comprenais jamais en fait comment mes grands-parents et surtout ma mamie arrivaient à trouver chaque fois le chemin pour aller chez un tel ou une telle. Je me rappelle passer de longues heures chez tel ou tel paysan ami de mes grands-parents. C'était comme si le temps était complètement étiré dans un silence presque religieux, un calme, entouré de nature et de personnes qui étaient des personnages de films, quoi. Enfin, par exemple, une mamie qui porte le voile, un papy qui porte la tenue traditionnelle en laine alors qu'il fait 46 degrés dehors, ou un costume brodé avec des médailles de guerre. Enfin, c'était assez impressionnant à voir. Parfois, il y avait plusieurs générations qui vivaient sous le même toit. Du coup, je jouais avec des enfants de mon âge et je me rappelle du choc du choc culturel et le choc des civilisations, quoi, parce que moi, je venais de Paris et je me retrouvais en fait au milieu comme on dirait, au milieu de la cambrousse, en plein milieu de la Serbie, quoi. Enfin voilà, on faisait le tour du village comme ça. Je sentais
j'étais en train de perdre des après-midi entières à essayer de passer mon temps à tuer le temps, quoi. Mais en fait, maintenant, en rétrospective, je pense que ce sont des moments qui font partie d'une richesse que je ne connaîtrai sûrement plus jamais, parce qu'il s'agissait d'endroits très reculés dont je ne connais pas le chemin, dans une beauté de la nature mais exceptionnelle, avec des gens qui font partie d'une génération de paysans qui, je pense, disparaîtra bientôt. Les maisons aussi dans cette région-là sont très typiques, un peu ottomanes, avec une architecture qu'on appellerait vernaculaire, un peu ethno-traditionnelle, qui ont été construites avec un mélange de paille, de boue et de bois. Et ça fait vraiment voyager dans le temps. On peut même voir à côté des maisons des petites granges, enfin, et à côté de la grange, un garde-paille pour le bétail. Je n'arriverai vraiment, j'arrive pas à décrire précisément l'architecture, mais disons que vivre dans ces maisons-là, c'est un art de vivre qui est spécifique à cette région. C'est-à-dire que en Voïvodine ou à Belgrade, on n'a pas cet art de vivre là, de la Šumadija, en fait, je dirais, même si c'est une très petite région en Serbie. Euh, et, euh, et oui, ce sont des, des coupures d'électricité, parfois pas d'eau, parfois il faut aller chercher l'eau au puits. On peut voir quelques voitures passer, mais avec aussi des tracteurs. Enfin, euh, ouais, je dirais que c'est un dépaysement total quand on s'aventure dans dans les coins reculés de ces petits villages avec ces paysans qui euh, qui font l'âme de ces villages, quoi. C'est surtout les gens et l'art de vivre et la manière de vivre de cette région. Voilà. Super, merci pour ce récit. Euh, du coup, t'es arrivé à quel âge en France? Alors moi, je suis née en France en 1998 et mes parents sont venus en 91 ou en 92 quand il y avait la guerre dans les Balkans. Et c'est pour ça qu'ils sont venus, en fait. Ils ont fui. Ils ont fui. Et Ok. pour une meilleure vie. Et du coup, tu y retournes tous les étés en Serbie? Et ben, quand j'étais petite, en fait, je passais 4 mois sur 12 au total en Serbie, que ce soit, enfin, soit j'y allais 2 fois par an pendant les vacances scolaires, soit j'y allais l'été pendant 3 mois et demi. Enfin, je me rappelle que mes parents, ils inventaient des excuses pour la rentrée, pour que je reste encore un mois là-bas, quoi. Moi, j'avais toujours des rentrées décalées parce que je passais vraiment énormément de temps retour à la maison, mais pour mes parents aussi, parce que ils avaient laissé là-bas beaucoup de choses. Oui, donc tu as toujours eu ce lien avec la Serbie. Oui, oui, c'est ça. C'était Ok. ma deuxième, et c'est toujours ma deuxième maison, en fait. Oui. Alors, quels sont tes trois coups de cœur de cette région? Alors, mes 3 coups de cœur, je dirais que ce sont des événements qui ont toujours lieu d'ailleurs, des endroits et des événements. Alors, je me rappelle du monastère de Denkovac, qui, euh, qui est en dessous de 2 grandes de montagnes. Enfin, y aller, c'est vraiment une expérience déjà telle quelle. Et puis, c'est intéressant d'y aller au mois d'août, quand il y a des cérémonies de slava, des fêtes religieuses, parce qu'il y a des processions qui ont lieu avec les gens, les locaux. Et je dirais que c'est l'un de mes coups de cœur, le monastère de Denkovac. J'aime beaucoup cet endroit. D'ailleurs, tous les monastères en général en Serbie et en Šumadija, je sais pas si on dit ça comme ça, mais en Šumadija, sont très beaux. Mais celui-là particulièrement. Ensuite, un deuxième événement qui est le Vašar de Knić. Alors, Vašar, c'est une foire. Et le but principal de la foire avant, c'était que les paysans achètent les choses nécessaires
à une époque où il n'y avait pas de magasin au sens actuel du terme, quoi. C'est quand même assez, voilà. Et aujourd'hui, je dirais que c'est plus une grande fête de village où on peut trouver des attractions avec un chemin rempli de chapiteaux dans lesquels les villageois ils viennent vendre leurs créations, des babioles, des gâteaux. Et je pense que ce qui est le plus marquant dans un événement comme celui-ci, c'est qu'on peut y manger le svadbarski kupus, qui est le chou de mariage littéralement. Et donc je me rappelle de ces énormes tablés, enfin des lignes de tables sous des chapiteaux collés les uns à côté des autres, en train de manger du chou de mariage. C'est vraiment un moment assez exceptionnel. Et le troisième coup de cœur événement que je conseillerais aussi, bon c'est un peu difficile d'atteindre le lieu parce que au niveau de la localisation c'est pas très bien marqué, mais la Strapariada qui cette année par exemple elle avait eu lieu à Dolen qui est enfin aussi au Shumadi, et c'est un salon concours du cheval et où en fait on a l'impression d'être encore au 19e siècle avec des combats pas des combats de chevaux mais concours du plus beau cheval ouais c'est aussi une fête de village assez rustique, enfin même très très rustique quoi. Est-ce que tu as une routine particulière quand tu retournes en Shumalia? Alors, à part aller voir ma famille, je dirais que quand je suis à Kragujevac, en tout cas, c'est d'aller au parc mémorial de Šumarice, qui est un endroit très apaisant et en même temps chargé d'histoire, parce qu'il y a des monuments, dédiés aux victimes de la guerre. La Seconde Guerre mondiale, pardon. Et oui, j'aime bien, c'est une routine, enfin un lieu où j'aime bien aller quand j'y retourne. Sinon, à part ça, faire la tournée des bars, quoi. C'est ma routine particulière. La tournée des bars, parce que c'est pas cher et que l'ambiance est excellente, quoi. Oui, on voit souvent les Serbes dans les cafés, surtout, toute la journée. Eh bah, oui, c'est un trait, je dirais, très commun au peuple serbe et même peut-être balkanique, mais je dirais qu'en Serbie, les gens ont cette tendance à traîner, mais ils peuvent traîner toute l'après-midi, changer de café, d'endroit, mais être toujours en terrasse, à à vivre. Enfin, on peut avoir des meetings avec un avocat dans une terrasse de café, quoi. Enfin, ce qui est assez exceptionnel. Du coup, on va parler gastronomie maintenant. Est-ce que tu as un plat typique de la région à nous conseiller? Alors, le plat typique que je viens de mentionner, qui est le svadbarski kupus, donc le chou de mariage, qui est vraiment, enfin, le kupus en général, le plat avec du chou, c'est un plat assez traditionnel et assez typique. Mais celui-là, il est spécifique, quoi. C'est un peu comme le chou, c'est un peu la traduction du couscous, quoi. Chaque grand-mère a sa recette du couscous. Il y a autant de variétés de couscous pas de couscous, pas de chou, mais de plats avec du chou que de grand-mère et de village et tout ça. Très bien. Comment est-ce qu'on peut rencontrer des locaux sur place? Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Alors, on rencontre des locaux en sortant du centre-ville, donc de Kragujevac, pour aller dans les petits villages, comme je disais, par exemple Doulene, Velike Pčelice, et Uknić, enfin, voilà. Et donc, la chose la plus particulière dans les Balkans, je dirais, c'est la kafana, qui est un café
espèce d'auberge où on sert des bières, des cafés. Donc ça vient du turc kahvehane et qui veut dire un salon de café, un salon de café quoi. Enfin ça a été ramené par les Ottomans. Et c'est là où on peut trouver des locaux, vraiment, de vrais locaux, écouter des petits orchestres, jouer de la musique folklorique, avec souvent des chanteurs et des chanteuses qui se promènent autour des tables avec le micro. Donc ouais, c'est là où on écoute de la bonne musique et on rencontre les locaux. Et toi, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a vraiment marqué sur place? Il y en a tant, il y en a tellement. C'est en fait comme je disais, quand on va dans les villages, chaque personne est un personnage en lui-même. Donc c'est je pourrais pas je pourrais vraiment pas dire quoi. Chacun a son caractère, chacun a son ouais, tout le monde a un caractère assez trempé quoi. C'est des décors de films d'Emir Kusturica, un peu, cette région? Un peu ouais, moi je dirais un peu ouais. C'est je dirais que il y a vraiment un côté dépaysement et retour en arrière, quoi. Retour en arrière, retour parfois 19e siècle, fin du 19e siècle, quoi. Au début du 20e, surtout au début du 20e. On a vraiment l'impression des fois que le temps s'est arrêté, qu'il n'y a pas eu d'évolution entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que ça voudrait dire que c'est anormal ou enfin évoluer veut pas forcément dire mieux parfois. Hein. Mais ouais, oui, c'est ça. Oui, je me souviens, moi, d'un voyage il y a quelques années. J'étais allé à Kraljevo, qui est du coup Ouais. dans la même région. Et une fois qu'on était sorti de l'autoroute, qu'on était arrivé, je pense à Kragujevac, c'était un autre monde. Oui, C'était vraiment totalement différent de ce qu'on pouvait voir à Belgrade ou de ce qu'on peut voir dans des villes plus occidentales, ouais. exactement. Je dirais c'est pas que je dirais, c'est que Šumadija, c'est la région qui a été sous l'Empire ottoman. Enfin, alors que la Voïvodine, c'était sous l'Empire habsbourgeois. Donc, on sent vraiment un choc culturel à l'intérieur du pays, quoi. Même dans les accents, dans la manière de parler. Moi, je sais que quand je suis avec mes amis de Belgrade, ils se foutent de ma gueule quand je parle, quoi, parce que j'ai un accent de paysan du sud, quoi. donc, euh, donc voilà. Puis moi, ce qui m'a marqué, c'était ces grandes bottes de foin aussi, qu'on voit un peu de partout. Ouais, des grandes bottes de foin, des champs de tournesol, enfin, ouais, c'est assez fou, quoi. Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir dans cette région? Alors, je pense que c'est ne pas avoir peur de se lancer dans le vide, parce que c'est une région dans laquelle on peut se retrouver parfois sans réseau pour téléphoner, par exemple, ou pas avoir peur d'être déconnecté déconnecté de manière vraiment logistique, quoi, pas avoir d'internet, pas pouvoir appeler. Aussi apprendre un peu la langue, ou avoir un guide linguistique, un livre, parce que les gens là-bas enfin dans les coins reculés ils parlent pas anglais, mais je tiens à préciser qu'ils sont toujours de bonne volonté pour pour aider, euh, et même parfois enfin c'est très probable qu'ils invitent à la maison pour prendre un café ou dans le jardin ou enfin c'est des gens, ce sont des gens très très accueillants. Et aussi pas avoir peur parfois laisser la voiture et aller à pied parce que des routes ne sont pas faites en fait. Donc si si on est plutôt quelqu'un qui aime le confort et pouvoir aller d'un point A à un point B de manière très précise avec enfin je pense que ça peut être compliqué mais pour ceux qui aiment s'aventurer et improviser surtout, c'est génial quoi. Aussi
Ah oui, donc apprendre très sérieusement le cyrillique, hein. Je suis désolée. Mais ou alors avoir l'alphabet constamment sous les yeux, parce que dans les villages, surtout dans les villages reculés, les panneaux de circulation sont très souvent majoritairement écrits en cyrillique. Et en dernier, peut-être prévenir tous les non-fumeurs que malheureusement il est encore autorisé à fumer dans les lieux clos en Serbie. Donc ne pas avoir peur, voilà, de rentrer dans un café et de sentir une bouffée enfin une atmosphère assez voilà, particulière au niveau de l'odeur, quoi. Mais ouais, en fait, je dirais que c'est plutôt de la prévention, quoi. Sinon des conseils, à part se laisser porter par, enfin, et avoir confiance, je dirais. En fait, improviser, se laisser aller, en fait. Euh, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des conseils sur des choses à visiter aussi dans cette région, des monastères, d'autres lieux? Alors, il y a le monastère de Denkovac, comme je disais. Il y a Divostin, qui est plus proche de Kragujevac, aussi, qui est super sympa. Sinon, à part ça, C'est plus une région pour faire des randonnées? ouais, en fait, c'est de se promener dans la nature et croiser un paysan à qui on peut parler, et qui va nous inviter à prendre un petit verre d'eau avec un lokum. Enfin, nous, on appelle ça ratluk, mais c'est du lokum, pour se poser 2 minutes, puis après continuer. Enfin, je dirais vraiment que c'est des super belles balades en forêt, où il y a plein de petites rivières, des petits ruisseaux. C'est vraiment très agréable, quoi. Et bon, après, si on aime la fête, le centre-ville, c'est très bien. De toute façon, là-bas, tout est ouvert tous les jours de la semaine, quoi. Il n'y a pas un jour dans la semaine où on fait pas la fête. Enfin, c'est pas qu'on fait pas la fête, mais où l'ambiance n'est pas festive, je dirais, au centre-ville de Klagenfurt. Et tu nous as pas encore parlé de rakia non plus. Oh, bah ça, c'est... Pour moi, c'est tellement évident que ouais, bah, en parlant justement de ces maisons et de ces enfin pas structures, mais l'ambiance qu'il y a aussi, on peut aussi voir dans les maisons des tonneaux. Moi, je me rappelle, mon grand-père, il avait des tonneaux pour faire de la raca, et quand j'étais petite, on écrasait parfois le raisin avec les pieds. Enfin, il y a plein de sortes de raca différentes, de manières de faire, des goûts, enfin, et puis c'est très utilisé de manière médicinale aussi, quand on a la fièvre, avec du vinaigre. En fait, c'est un remède de grand-mère qui est très populaire, hein, enfin popularisé, et dans la norme, quoi. Enfin, c'est tout à fait normal de se soigner avec ça. C'est pas un antiseptique, hein, enfin, quand on se blesse, on met de la raca. Enfin, ça, c'est de l'alcool fort, hein, donc c'est un digestif après le repas, et c'est un gestif. Je sais pas comment ça se dit, mais on peut le boire avant, et on peut le boire aussi après avoir mangé, parce que comme disait mon grand-père, on le boit avant pour ouvrir l'estomac et le gosier, et on le boit après pour bien digérer, quoi. Donc tout était fait pour boire et pour festoyer, quoi. Et chaque famille fait sa propre rakia? Oui, chaque Ok. famille fait sa propre rakia, ou parfois dans le village, on peut acheter des rakias de certaines familles, parce qu'on sait qu'ils ont eu une bonne récolte. Euh, donc oui, c'est une affaire de famille, et c'est aussi, ouais, je dirais que ça peut être une affaire de famille, et on peut aussi se laisser aller à,
apprendre les rakas des autres, quoi. C'est pas si on n'a pas envie d'en faire ou que voilà. De ton côté, est-ce que tu voyages un peu en dehors de la Serbie? Oui, j'essaye de voyager. Enfin, j'ai beaucoup voyagé du coup en Serbie jusqu'à mes 18 ans, quelque chose comme ça. Euh, Parce que j'étais encore avec mes parents, donc toutes les vacances que je passais, c'était avec mes parents. Et en fait, quand j'ai eu l'occasion de faire autre chose, j'ai tout de suite, je suis tout de suite partie. Euh, et le dernier voyage marquant enfin, mon dernier voyage marquant, c'était Istanbul, juste avant le coronavirus. Euh, donc oui, j'aime beaucoup. J'ai très envie d'y aller encore et de visiter l'Anatolie aussi. Enfin, j'aime beaucoup cette région-là, en tout cas, parce que justement, elle me rappelle Shumadia et que qu'on a plein de similitudes au niveau culturel, au niveau de l'art de vivre, justement, de cet art de vivre-là, en Shumadia. Ok. Et du coup, comment tu prépares tes voyages? Euh, ce que je n'aime pas faire en tout cas, c'est avoir des circuits tout faits. C'est que j'aime bien y aller un peu au freestyle, quoi. Enfin, je préfère aussi ne pas regarder trop à quoi ça ressemble ou enfin, je veux vraiment découvrir pleinement. Et donc je prépare juste en fait le strict minimum, c'est les billets et où je vais dormir. Sinon le reste j'y vais au feeling. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos? Dans mon sac à dos, j'essaye de voyager léger. Euh, J'essaie de voyager léger et j'essaie toujours d'emmener. Ah oui, j'ai mon carnet parce que j'écris beaucoup. Donc on trouvera forcément mon carnet avec mon stylo à plume. On peut trouver, oui, quelques vêtements et sans plus quoi, quelque chose de pratique. Pas de maquillage. Enfin, oui. Enfin, après ça dépend de la destination et de ce que je vais faire enfin, au cours du voyage. Mais généralement, je voyage léger et j'ai toujours un carnet et un livre avec moi. Justement, donc tu t'écris sur tes voyages. Est-ce que tu prends des photos aussi de tes voyages? Oui, je prends des photos, mais pas avec un appareil photo, avec mon téléphone. Ce que j'ai fait une fois, en ayant voyagé avec mon sac à dos, justement, de Kragujevac à Belgrade, puis de Belgrade à Novi Sad. Donc j'ai fait tout ça en bus et en train. J'ai eu pour projet de prendre des courtes vidéos de scènes de vie, en fait, de ces villes-là. Et je me rappelle à Novi Sad, je me baladais en fait dans les rues et il faisait super chaud. Les gens, ils étaient tous enfermés en train de faire la sieste à cette heure-ci. Mais bon, moi, j'étais déter pour quand même faire ma petite balade. Et il y avait un monsieur qui était dehors en train de fumer sa cigarette et je lui ai demandé si je pouvais le prendre en vidéo en fait en train de fumer et en fait le monsieur a commencé à me parler genre enfin pas de sa vie mais un peu de ce qui s'était passé la veille ou quelques jours avant et je me rappelle avoir pris quelques vidéos en train enfin de lui en train de parler de ça et après il m'a invité à prendre un verre à l'intérieur, puis après il m'a présenté à sa femme, puis il y avait son fils, puis enfin c'était ça m'a vraiment touchée. Et, j'ai voulu faire du coup une compilation de toutes ces petites vidéos, mais je n'ai jamais réussi à faire ça. Enfin, Et du coup, est-ce que on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? oui, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, comment dire, avec mon association qui s'appelle Contemplar et avec laquelle je fais la promotion justement des cultures et des arts de la région des Balkans.
Et donc, on publie justement plein de posts sur des femmes artistes, des photographes, sur l'histoire aussi des femmes dans les Balkans, sur l'Empire ottoman, qui est une partie historique qui m'intéresse tout particulièrement. Donc voilà, on peut me retrouver là avec mon équipe. On y reviendra juste après parce que vous avez une grosse actualité qui arrive dans les prochains jours. Est-ce que tu as une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager ou qui te rappelle ta région d'enfance? Il y a un livre, une série. Ah bah oui, non bah la série Novi Ljudi, je pense, ou Stari Ljudi. Non, c'est Stari Ljudi. Ça, c'est les gens vieux. Enfin, je sais pas comment on traduirait ça, mais c'est une très très vieille série qui passe encore sur les chaînes serbes. Et du coup, nous, on a les chaînes serbes à la maison. Enfin, à Paris, on avait ça. Et du coup, à chaque fois qu'on regardait ça avec mes parents à Paris, j'avais envie d'être là-bas et de partager ça. Enfin, d'y être, quoi. J'avais envie de repartir, d'être en Serbie, quoi. Quand on regardait cette série-là, ouais. Je me rappelais, ouais, ça me rappelait la langue, ça me rappelait les gens, le cadre, enfin, voilà, tout ça. Si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi? Alors, Haïdé, pour moi, c'est un panel d'émotions diverses et variées avec laquelle j'ai utilisé le mot Haïdé, quoi. Ça peut être de la colère, de l'impatience, surtout de l'impatience. Je pense que j'associe ce mot avec beaucoup d'impatience en Haïdé. On y va, quoi. Où j'attendais des gens, où je leur disais Haïdé, on y va. Que ce soit de l'impatience positive ou négative, quoi. Mais ouais, beaucoup de mouvements en tout cas dans ce mot. Alors on va revenir justement sur tes projets avec Contemplart. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors avec Contemplar, on organise une exposition qui s'appelle Les Balkans, qui est une expo photo sur les différentes représentations des femmes dans les Balkans. Donc on expose 12 artistes photographes, 11 parce qu'il y a 11 pays dans les Balkans. Enfin, on a décidé vraiment de prendre tous les pays des Balkans, y compris la Grèce. Et le 12e, c'était le coup de cœur de l'association. Donc il y a un exposant par pays. Donc voilà, vous retrouverez ça à Montreuil en première partie du 16 septembre au 25 septembre, enfin, du 16 au 24, pardon. À partir du 25 septembre jusqu'au 9 octobre au Paris Anime Les Halles. Et à côté de ça, on organise aussi plusieurs événements parce qu'on a voulu donner un cadre en fait autour de l'exposition de ce que sont les Balkans en fait, pas de ce que sont les Balkans, mais d'expliquer un peu plus les Balkans aux gens qui viennent voir l'exposition. Et on a décidé de faire ça sous forme d'événements assez pas festifs, mais voilà, on a lors de la soirée de vernissage le 16, on a une artiste tatoueuse qui fait des tatouages traditionnels croato-bosniens. Donc elle va expliquer ce que c'est que le tatouage dans ces pays-là. Le lendemain, le 17, on organise un concert d'une chanteuse albanaise qui s'appelle Yonissa, qu'on fait venir d'Albanie. Le 23, on organise 2 ateliers langues macédoniens et serbes. Donc ça permettra aux gens d'apprendre un peu quelques mots de la langue, de se rencontrer aussi, parce que je pense qu'on a un besoin énorme de se rejoindre, quoi, de vivre des moments ensemble avec d'autres personnes qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas d'ailleurs. Le 25 septembre, on organise une conférence sur les femmes des Balkans dans l'Empire ottoman avec le professeur Airi Göksin Özkoray,
qui viendra de Marseille pour nous présenter tout ça. Et voilà. Donc, on est très contente d'avoir organisé ça et on espère que ça plaira aux gens qui viendront voir l'expo et participer aux événements. Du coup, comment elle vous est venue l'idée de cette association? Alors, c'est parti d'un projet duquel je me suis détachée, qui est le Salon culturel slave, dans lequel je devais organiser une exposition. Et finalement, en fait, je me suis dit, mais en fait, ça vaudrait même la peine d'ouvrir une association spécifique dans la promotion des arts des Balkans, quoi. Enfin, je pense que je pense qu'on en a besoin, en fait, parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est que les gens n'associent plus les Balkans avec les guerres, toute cette partie tragique en fait de la région, et justement de montrer de la fraîcheur, de la nouveauté, tout ce que la jeunesse crée là-bas, qui est assez exceptionnel, très particulier, justement parce que ils viennent d'une région qui est complètement marquée et meurtrie, mais pas que, en fait, c'est pas que ça. Donc pour moi, c'était vraiment un projet de didactique, en fait, plus que, enfin, de montrer aux gens, voilà, ça, les Balkans, c'est ça, mais pas que, c'est ça aussi. Et c'est aussi plein d'autres choses, et voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et après, j'ai contacté plusieurs personnes pour se joindre à moi dans ce projet. Et donc voilà. Et du coup, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et d'autres réseaux? On a Facebook et Instagram, et on a un site internet sur Wix qu'on essaye de mettre à jour régulièrement. Même si je dirais que le réseau principal pour nous, c'est Instagram. C'est sur celui où on est le plus actif. Donc, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Super. Et est-ce que tu peux nous rappeler les dates des expositions? Alors, à Montreuil, donc au Velvet Moon, du 16 au 23 septembre, et au Paris Anime Léal, du 25 septembre au 9 octobre. Génial. Mais on conseille à tous les Parisiens d'aller y faire un tour. Du coup, je vais te lancer un défi avant de finir ce podcast. C'est un nouveau défi que j'avais envie de lancer. Il faut m'apprendre quelques mots dans la langue du pays dont tu nous parles, donc le serbe pour aujourd'hui. Alors, au début, enfin, je me suis dit, j'avais envie d'apprendre la devise, mais je me suis dit, peut-être pas. Bon, ça pourrait être marrant d'apprendre ça et d'arriver en Serbie et de dire ça à un Serbe, je pense qu'il serait ravi. Qui est Samo sloga Srbina spašava, donc les 4 S. Et après ça, je me suis dit quels sont les mots qui me viennent en premier, en fait, et j'ai pensé à pivo, donc la bière, quoi. J'ai pensé à pivo direct. Et sreća, qui est le bonheur, et tuga, qui est le désespoir. Enfin, ouais, c'est un mélange. Donc, ouais, je dirais la devise en premier, qui rime, pas qui rime, mais qui a une sonorité, voilà. Samo sloga Srbina spašava. Et pivo, sreća et tuga. Donc, finalement, ça rime, en fait. Génial. Et du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Pour finir, est-ce que tu as une recommandation à nous faire? J'ai une chanson à recommander. Je pense que ça peut mettre les gens dans le bain, en fait, de l'atmosphère d'une kafane, en fait. C'est Gordana Stojićević, Oj Moravo, mutna vodo. Et la Morava, du coup, c'est
le fleuve qui passe de Smederevo à, je pense, ça descend jusqu'à, enfin, en tout cas, je sais que dans la région de Šumadija, elle passe par Lapovo, il me semble. Donc oui, il y a de l'accordéon, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et c'est le mélange parfait d'une chanson qu'on peut entendre dans une kafana au fin fond de la Šumadija. Eh ben, on va aller écouter ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Thibaut. Merci beaucoup. À bientôt, Emilia. Salut. Salut. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!